Bienvenue auditeurs et auditrices sur votre radio. Bienvenue à votre émission dénommée Regard citoyen. Cette émission est produite par l'Union nationale de l'audiovisuel libre du Faso UNALFA dans le cadre de l'initiative Voix des citoyens, une composante du projet Faso Veille. L'initiative Voix des citoyens vise à suivre et à évaluer par les citoyens les actions du gouvernement pour le développement. À la présentation de cette émission, Rachid Assad Zongo. Pour ce numéro de votre émission Regard citoyen, le thème est que savoir du plan d'action pour la stabilisation et le développement PSD. Eh bien, qu'entendre par PSD? Quels sont ses objectifs? Quels sont ses défis et perspectives? Des questions auxquelles se prêteront deux invités sur ce plateau. Il s'agit de Lambert Zongo. Il est conseiller au secrétariat exécutif national de la politique nationale de développement, SNPND. Bonjour et bienvenue, Monsieur Zongo. Bonjour à vous, Monsieur Rachid. Toujours autour de la table, notre second invité répond au nom de Herman Douagno. Monsieur Herman Douagno est président du Conseil national des organisations de la société civile du Burkina Faso, le CNOC. Bonjour et bienvenue, Monsieur Douagno. Bonjour, Rachid. Chers auditeurs, je le rappelle encore, vous êtes à l'émission Regard citoyen. Avant d'entamer les échanges avec nos invités, nous allons écouter ensemble des avis de citoyens lambda et de membres d'organisations de la société civile sur ce qu'ils savent du plan d'action pour la stabilisation et le développement PSD. C'est un micro-trottoir réalisé par les journalistes des radios partenaires de l'initiative Voix des citoyens. Bon, pour le moment, en tout cas, je n'ai pas encore entendu parler du plan d'action pour la stabilisation et le développement du Burkina Faso. Donc tout ce que je peux dire pour le moment, c'est de travailler pour que les gens sachent d'abord ce qu'il s'agit. Voilà, donc c'est ce que je peux dire. Je me nomme Okran Sigoubare. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Je sais qu'il y a des actions de développement, mais je ne maîtrise pas ce domaine. Lompo Alassane, je suis le président de la coordination des OEC du Gourma. Le plan d'action pour la stabilisation et le développement, on sait qu'il y a eu le plan national de développement économique et social. Quand la transition est venue, ils ont appelé ça plan national de développement. Pour ce qui est de la région de l'Est, quand on regarde, il y a la restauration de l'intégrité territoriale. Les citoyens sont impliqués, c'est à travers nous, les associations. Nous participons donc aux activités de délégation spéciale. L'aspect humanitaire, c'est là où il y a quand même beaucoup d'insuffisance. Aussi, nous encourageons les populations à la résilience. Je suis Madame Dragone Gansonré Génie. Le plan d'action pour la stabilisation et le développement du Burkina Faso, j'ai entendu parler. Je vois que dans notre région du centre-ouest, il y a eu la création du BIA, le bataillon d'intervention aéroportée, l'équipement des forces de défense. Il y a eu l'installation des PDI, l'assistance alimentaire au PDI, et sur le tissage, la saponification. J'apprécie favorablement l'implication des populations et des forces vives et également, et dans le cadre de concertation, les personnes ressources sont impliquées. Je félicite tous les acteurs au passage. Oui, j'ai déjà entendu parler du PASD, qui veut dire Plan d'action pour la stabilisation et le développement. Et il y a de ces actions que l'État mène pour le peuple burkinabé. Et comme action, si je peux ramasser, nous avons des actions de réconciliation et de cohésion sociale. Nous avons des actions dans le cadre de l'éducation, dans le cadre aussi de l'agriculture, de façon résumée, l'offensive agro-silvo-pastorale. J'ai déjà entendu parler de plan d'action de stabilisation. Il y a eu des actions qui ont été menées au niveau de la sécurisation de la population. Pour ce qui est des citoyens en tant que tels comme nous autres, on peut dire qu'il n'y a pas eu assez de communication, ce qui n'a pas permis une bonne appropriation. Eh bien, chers invités, vous avez pu prendre le pouls des réactions des citoyens à travers les 4 régions d'intervention du projet La Voix du Citoyen. Ce sont des réactions de citoyens sur le PSD. Je me tourne vers M. Zongo. Est-ce que les auditeurs qui viennent justement de réagir à travers le micro-trottoir que nous venons de suivre sont en phase avec la définition du PSD? Je me réjouis déjà de la réaction de ces différents auditeurs qui ont tenté quand même de donner un contenu du plan d'action pour la stabilisation et le développement.
bon an, mal an, il y a certaines actions, en tout cas, qui ressortent de ces différentes interventions. Mais il faut dire qu'on entend par plan d'action pour la stabilisation et le développement, c'est l'instrument d'opérationnalisation de la politique nationale de développement pour mieux prendre en charge les priorités de la transition. Vous avez suivi dans les différentes interventions qu'il y a déjà des acquis qui ont été notés par certains auditeurs sur certaines dimensions. Donc il faut dire que cet instrument opérationnel-là, il est articulé autour d'un certain nombre de domaines que nous appelons piliers, notamment pour les questions sécuritaires, pour la question de la réponse à la crise humanitaire, pour la dimension de la refondation de l'État et de l'amélioration de la gouvernance, et enfin sur les questions de réconciliation nationale et de cohésion sociale. Donc quand on écoute en tout cas les auditeurs, on sent qu'il y a certaines dimensions qui reviennent, mais aussi nous sentons le besoin aussi de renforcer la communication autour de cet instrument d'opérationnalisation pour mieux faire porter les priorités de la transition. Et nous vous remercions pour l'opportunité que vous nous donnez d'échanger et de partager avec l'ensemble de vos auditeurs. Toujours avec vous et pour en savoir davantage sur le PSD. C'est vrai que à travers les interventions de certains citoyens, notamment à travers le micro-trottoir, on a pu voir décliner quelques objectifs qui ont été cités. Mais avec vous, peut-on savoir davantage les principaux objectifs et sinon les résultats attendus du PSD? Le PSD prend appui sur, on va dire, les orientations qui sont déclinées dans la charte de la transition d'octobre. Et là-bas, à l'issue des assises, on va dire, les orientations étaient claires. En ce qui concerne le pilier 1, lutter contre le terrorisme et restaurer l'intégrité du territoire national. Là-bas, l'option, c'est de travailler à reconquérir tout notre territoire national. Et cela passe par plusieurs leviers d'action. Notamment, il y a le renforcement des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité. Il y a des actions de réorganisation de l'appareil militaire et sécuritaire, mais aussi il y a les actions de capacitation en termes de moyens tactiques pour ces forces de défense et de sécurité. Mais au-delà de cet aspect militaire, il y a aussi la participation citoyenne à la lutte contre, on va dire, le terrorisme à travers les volontaires pour la défense et la patrie. Mais aussi, il y a des actions citoyennes qui sont mises en œuvre pour pouvoir nous aider à atteindre cet objectif-là. Autre élément aussi, le Burkina Faso fait face à une situation difficile qui s'améliore, Dieu merci, au fil du temps. Mais vous êtes sans ignorer que la question sécuritaire a mis en mal un certain nombre d'infrastructures socio-économiques qui ont été abandonnées, un certain nombre de circonscriptions administratives qui ont été fermées. Donc, dans ce pilier 1-là, c'est de travailler à la réouverture et à la réinstallation de ces différents services-là au bénéfice de nos populations. Si on vient au niveau du pilier 2, répondre à la crise humanitaire, là-bas, l'objectif central, c'est de travailler au retour des personnes déplacées internes. Parce que le corollaire sécuritaire a entraîné, on va dire, une forte migration de nos populations dans certaines localités. Et l'État déploie tous les moyens pour que les populations puissent regagner les localités en toute dignité. Et cela passe par les actions de relèvement, mais aussi par les actions de mise en service de ces infrastructures-là qui ont été fortement contrariées par la situation sécuritaire. Au niveau du pilier 3, qui est le pilier paix, parce qu'il renferme et les questions de gouvernance, et les questions du développement du capital humain, et les questions de développement. En ce qui concerne les questions de gouvernance, je pense que l'orientation claire, c'est de lutter contre la corruption, c'est d'améliorer l'efficacité de l'administration publique, c'est d'améliorer la productivité des différents services pour pouvoir accompagner la dynamique de développement. Sur le chantier du capital humain, c'est de travailler à améliorer l'accessibilité des populations à tous les différents offres de services. Quand vous prenez l'éducation, la santé, eau potable, et aussi la création de l'emploi à travers, bien évidemment, plusieurs initiatives qui sont mises en exécution pour pouvoir accompagner cette dynamique-là. Sur le segment du développement, c'est de travailler à améliorer la productivité de tous les secteurs porteurs de l'économie en fonction de nos potentialités et de créer un écosystème pour asseoir une industrialisation propre à notre économie, en tirant profit, bien évidemment, des avantages comparatifs que nous avons.
Et cela passe par l'amélioration de la compétitivité à travers la mise en route de plusieurs infrastructures de soutien à la production. Quand vous prenez les routes, quand vous prenez la question de l'énergie, la question des télécommunications, et j'en passe. Et aussi, vous voyez que l'ensemble de cette dynamique-là est impulsé par un certain nombre d'initiatives présidentielles pour pouvoir mieux impacter, on va dire, les interventions du gouvernement. Quelques exemples d'initiatives? Oui, vous avez l'initiative présidentielle dans le secteur de la santé qui a permis d'avoir des résultats probants en termes d'amélioration de prestations à travers notamment la mise en service des cliniques mobiles. Il y a la continuité de la gratuité des soins qui est effective. On a l'initiative présidentielle sur le développement communautaire qui apporte du fruit à travers le développement dans nos différents quartiers. Vous avez les questions d'aménagement de caniveaux, de voiries, en tout cas pour créer des conditions d'amélioration du cadre de vie. Vous avez l'initiative présidentielle dans le secteur agricole. Et ça a permis quand même de booster la production agricole cette année qui a atteint 6 millions de tonnes pour pouvoir atteindre l'objectif de la souveraineté alimentaire. Et cela s'est matérialisé par la mise à disposition d'intrants, d'équipements et de semences à temps à l'endroit du monde rural, mais aussi par, on va dire, l'aménagement de plusieurs, on va dire, infrastructures agricoles, notamment les bas-fonds, les périmètres irrigués. Et aussi, vous avez l'initiative présidentielle Faso Merbo pour remettre en selle toutes les infrastructures socio-économiques que vous connaissez. Voici autant d'initiatives qui sont des leviers d'accélérateur pour atteindre l'objectif escompté. Et on peut les ajouter comme étant des résultats capitalisants pour justement le PSD. Exactement. Ce sont des résultats capitalisants pour le PSD, pour le compte de l'action gouvernementale. D'accord. Et pour terminer, pour le dernier pilier, c'est le pilier de la réconciliation et de la cohésion sociale. Vous savez qu'à ce niveau, il y a un fort intérêt qui est marqué pour la question de la promotion du civisme. Son Excellence, Monsieur le Président du Faso, a instauré la journée du civisme et qui porte ses fruits parce que nous voulons avoir un Burkinabé qui soit en phase avec les aspirations du moment pour mieux porter, on va dire, la vision du développement, les questions de souveraineté et de développement endogène. Mais aussi, il y a la question aussi du traitement de plusieurs dossiers pendant en justice, qui concourent quand même à asseoir un climat de cohésion et de réconciliation nationale. Donc voici ce que je peux dire sur les objectifs d'action que renferme le PSD. Le PSD est bien décrit et c'est sûr que ceux qui nous écoutent actuellement pourront en savoir davantage à travers cette émission. Je rappelle, chers auditeurs et auditrices, que vous êtes à l'émission Regard Citoyen, une émission initiée par l'UNALPHA, la fêtière des radios au Burkina Faso. Monsieur Douagneau, vous avez pu, à travers l'intervention de Monsieur Zongo, constater que pour ce qui est du PSD, plusieurs secteurs, des piliers majeurs pour ce qui concerne le développement au Burkina Faso. Selon vous, y a-t-il des objectifs qui devraient être ajoutés ou davantage mis en évidence dans le PSD? D'entrée de jeu, je dirais déjà merci à l'UNALPHA de nous offrir donc cette tribune, cette opportunité d'échange sur le référentiel national de développement, qui est le PNDS2 et de son plan d'action qui est le plan d'action pour la stabilisation et le développement. Permettez-moi de revenir un peu sur le micro-trottoir, ce que les citoyens ont déjà eu à dire. Je constate à travers donc les différentes réponses, les différentes interviews, que nous notons quand même qu'il y a une faible connaissance donc du référentiel national de développement. Ça c'est indéniable. Même si le PNDS2 avait eu quand même une stratégie de communication assez importante, son adaptation en fonction donc de contexte transitionnel que nous vivons et en fonction des orientations de la charte de la transition d'octobre 2022 n'a pas fait autant d'écho auprès des citoyens. Qu'ils en ont entendu parler, mais le contenu ça n'a pas été approprié donc par les différents citoyens. D'où la question de la faible connaissance donc de ce document, qui, il faut le dire, est un document cadre d'intervention de tous les acteurs au développement
Et quand on le dit, ce n'est pas seulement le gouvernement, il y a aussi les collectivités territoriales, il y a les partenaires techniques et financiers, et il y a même le monde de la société civile et des médias. Donc, cela pour dire que chacun doit pouvoir connaître les actions donc, de ce référentiel et s'inscrire donc dans ces actions. Donc, ça veut dire chacun doit pouvoir apporter sa contribution pour justement atteindre les objectifs que monsieur Zongo Lambert ici a cité tantôt. Voilà, pour que nous puissions à terme aussi être satisfaits donc des performances qui sont réalisées par l'ensemble des acteurs, notamment le gouvernement. Maintenant, par rapport à votre question sur des objectifs qu'on aurait pu ajouter, je dirais que non, pas vraiment, parce que le diagnostic a été très bien fait. Ce qu'on pourrait dire, c'est qu'effectivement, le PSD, selon son organisation en piliers et en objectifs, voilà, prend vraiment en compte les défis actuels auxquels donc est confronté donc le pays, et cela pour dire que si on atteint ces objectifs seulement même à 70%, je crois que le pays aurait fait quand même un grand bond en avant. Et c'est pour cette raison que nous travaillons donc en étroite collaboration avec les services donc de l'État pour quand même permettre à la société civile, permettre aux partenaires d'accompagner la mise en œuvre donc de ce PSD qui est très pertinent et qui donc en tout cas en termes d'objectifs adresse tous les défis que rencontre le Burkina actuellement. Nous restons avec vous, Monsieur Douagneau. Nous savons que vous avez pu prendre part à la revue annuelle, ou sinon à ce cadre qui permet d'évaluer le PSD qui s'est tenu le 16 avril dernier. Selon vous, le PSD aujourd'hui, vous pensez que les objectifs sont pertinents, mesurables, atteignables, voire temporellement définis, comme diraient certains SMART, à travers justement l'évaluation qui a été faite au cours de cette rencontre-là? Oui, pour répondre donc à cette question, je dirais que, en tout cas pour ce qui est de la mise en œuvre, même s'il faut prendre le contexte aussi en compte, en 2024, le bateau donc du PSD a navigué sur un océan donc très troublé, ce qui veut dire qu'il y a quand même eu des obstacles assez importants, voilà, qui ont bien sûr impacté donc sur l'atteinte de certains objectifs, de certains résultats au cours donc de l'année 2024. Mais je reviendrai sur quelques acquis. Déjà, en termes de lutte contre le terrorisme et de la restauration de l'intégrité territoriale, il faut noter que d'importants acquis donc ont été faits à travers donc le renforcement des capacités opérationnelles, comme l'a dit monsieur Zongo. Mais aussi, la partie qui nous intéresse, c'est qu'il y a eu quand même une appropriation de la lutte par les citoyens. Et à travers donc l'action portant sur la participation citoyenne à la lutte contre le terrorisme. Et cela s'est matérialisé donc par les contributions donc pour le fonds de soutien patriotique, voilà, qui quand même ont été à un niveau très satisfaisant de 116% donc de mobilisation de ressources au compte de ce fonds pour soutenir donc l'action des VDP et des dispositifs militaires. Il faut aussi noter que il y a eu quand même un engouement et un engagement de la population avec l'enrôlement donc au cours de 2024 de 10 000 VDP, ce qui a permis encore d'élargir donc le maillage ou d'améliorer le maillage territorial du territoire par nos forces de défense et de sécurité et des VDP. Et pour ce qui est des insuffisances en lien avec ce domaine, nous avons trouvé que certes nous sommes sur une bonne voie et que nous ne souhaitons pas que la crise perdure. Donc nous envisageons déjà une sortie de crise. Et nous voulions quand même que le gouvernement puisse déjà commencer à réfléchir à une stratégie ou un plan de mobilisation des VDP au niveau institutionnel. Parce que aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a quelques mesures qui sont mises en œuvre à travers donc la priorité accordée aux VDP dans le recrutement du personnel militaire et paramilitaire. Mais vous savez, quand vous savez manier l'arme et qu'à un moment donné, il n'y a plus de la matière pour vous mobiliser, vous demeurez en danger parce que si la formation n'a pas été à un certain niveau. Donc c'est vraiment de voir comment on peut travailler donc davantage sur la réinsertion des VDP démobilisés. Et voilà, à travers donc ce plan. Nous reviendrons justement sur ces perspectives-là en termes de propositions. Nous poursuivons et pour une autre étape de cette émission,
sinon un autre axe. Alors, je me tourne vers Monsieur Zongo. On a parlé longuement des axes stratégiques du PSD. On pourrait s'intéresser aussi à la question de savoir quels sont les mécanismes de financement du PSD. Si vous me permettez, pour ajouter un peu sur la structure du PSD, il faut dire que le PSD, comme je l'ai dit tantôt, il concentre un certain nombre d'actions qui sont déclinées en investissement et en réforme. Pour répondre à la question de est-ce que nous sommes un peu smart, ça veut dire qu'il y a des différents leviers d'action qui sont adressés spécifiquement à des acteurs clés et assortis d'indicateurs, de cibles pour que nous puissions atteindre nos objectifs. Quant à la question du financement, l'option a été faite pour que nous puissions compter sur nos propres forces. Donc l'accent est mis vraiment sur la mobilisation du financement intérieur, notamment les ressources propres, et la dynamique se consolide. On parle de financement endogène. Voilà, le financement endogène, comme vous le voyez. Voilà, et aussi je pense que cet élan de l'endogénisation du financement est conforté par la contribution des citoyens. Monsieur Doigneau l'a dit tantôt, en 2024, c'est plus de 175 milliards de francs CFA qui ont été enregistrés pour le compte du Fonds de soutien patriotique. C'est plus de 93% de taux de recouvrement. La pression fiscale a été estimée à 20% en 2024 contre 15% en 2021. Donc vous voyez qu'il y a une dynamique qui est engagée pour pouvoir tirer profit du maximum de ressources à l'interne. Bien évidemment, quand vous mettez en place une politique publique, il y a aussi la contribution de vos partenaires et amis, voilà, qui sont toujours attendus, mais dans le respect de la souveraineté nationale. Et à cet effet, le Burkina Faso bénéficie aussi de l'accompagnement de certains partenaires techniques et financiers, mais comme on le dit, c'est à travers des prêts que nous allons rembourser. Voilà, donc c'est toujours des ressources que le gouvernement utilise, mais aussi il y a aussi le recours au marché financier pour pouvoir faire face à nos engagements. Donc pour me résumer, c'est que l'option clairement est affichée pour la mobilisation des ressources endogènes pour pouvoir financer le PASD. Ok. Autre question également qui pourrait intéresser nos auditeurs, c'est de savoir, puisque on a pu voir l'intervention de certains citoyens et à travers également la réaction de Monsieur Doigneau tantôt, on a pu citer certains acteurs qui pourraient être impliqués dans la mise en œuvre du PSD. Avec vous, pour en savoir davantage, quels sont véritablement les principaux acteurs qui sont impliqués dans la mise en œuvre du PSD? Il faut dire que la mise en œuvre du PSD est distribuée. C'est-à-dire que le PSD est mis en œuvre par un certain nombre d'acteurs. Vous avez l'État à travers les ministères, institutions, entreprises publiques, établissements publics de l'État, collectivités territoriales, qui portent un certain nombre d'actions. Vous avez les partenaires techniques et financiers aussi qui viennent en appui à l'exécution d'un certain nombre d'interventions. Vous avez le secteur privé qui joue aussi un rôle à travers le portail d'un certain nombre d'investissements. Et vous avez les organisations de la société civile aussi qui ont un rôle à jouer dans cette dynamique-là. Et parlant de leur rôle, justement, quelles sont les responsabilités particulières? Bon, au niveau de la société civile, comme vous le savez, le maître mot, c'est la veille citoyenne. Donc, il concourt à alimenter, on va dire, le sentiment de redevabilité des populations. Mais aussi, ils ont des interventions en termes de formation, mais aussi ils ont des interventions directes aussi en termes de réalisation en fonction de leur domaine d'intervention. Puisque vous avez des ONG associations de développement, vous avez des ONG associations qui sont dans la lutte contre la corruption, ils apportent aussi leurs contributions quant à la veille citoyenne. Au niveau des collectivités territoriales à travers les communes, vous savez qu'il y a un certain nombre de domaines qui leur est dévolu et que à travers leurs interventions, ils concourent quand même à accompagner la dynamique nationale. En ce qui concerne par exemple la prise en compte des personnes déplacées internes à travers la mise à disposition d'abris, l'assistance alimentaire, la construction d'écoles, la construction de forages, etc., etc. Maintenant, au niveau national, bon, l'État crée le cadre global à travers des mesures d'envergure et des réformes, on va dire, d'envergure pour pouvoir impulser, on va dire, cette dynamique d'ensemble pour la relance de l'économie
qui se confirme d'année en année, comme on le verra plus tard pour les statistiques. D'accord. Je me tourne vers Monsieur Douagneau pour la même question. Des acteurs particuliers à ajouter dans la liste proposée par Monsieur Zongo? Non, pas vraiment. C'est vraiment une cartographie très bien établie par Monsieur Zongo pour ce qui concerne donc les acteurs qui interviennent dans la mise en œuvre du référentiel national de développement. Mais ce qu'il faut dire au niveau donc de la société civile, c'est que c'est vrai que nous faisons de la veille citoyenne à travers donc certaines actions, donc de suivi communautaire des réalisations de l'État, mais aussi des collectivités. Et nous menons donc des plaidoyers pour interpeller sur les défaillances constatées. Ça, c'est pour vraiment améliorer la qualité même des services publics au niveau donc de l'État et des collectivités. Et l'autre aspect, c'est que nous menons également des réflexions, voilà, pour susciter des réformes qui vont donc conduire à consolider davantage la structure de la gouvernance de l'État, en mettant en place soit des dispositifs ou en suscitant des lois. Et comme M. Zongo l'a relevé également, il y a des associations, des ONG au développement qui conduisent des actions donc de réalisation directe des infrastructures sur le terrain, telles que les écoles, les latrines, voilà, et puis les centres de santé, et même qui les fait fonctionner. Donc ce sont des actions qui viennent en appoint aux activités donc du gouvernement, et nous espérons donc que justement ensemble nous allons pouvoir donc relever les défis. Il faut aussi noter les dons, voilà, que nous faisons, que ça soit avec le contexte, vous avez vu certainement des dons au profit de certains départements ou détachements militaires pour les aider donc à les capaciter davantage en logistique d'intervention sur le terrain pour être plus efficaces. Il y a aussi les contributions, j'allais dire, spécifiques ou des contributions spéciales pour le fonds de soutien patriotique ou pour d'autres projets que l'État a mis en place. Et quand on prend par exemple l'APEC aujourd'hui, au-delà de la société civile, toute la population même prend part donc à la structuration de l'écosystème économique pour que le Burkina puisse à terme quand même avoir une économie plus densifiée, voilà, un tissu quand même qui permet de créer de l'emploi et de promouvoir l'auto-emploi. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport donc aux différents acteurs qui portent ce référentiel, et c'est la raison pour laquelle nous militons en tout cas pour une appropriation profonde donc de cet outil-là par tous les Burkinabés, que ça soit vraiment un outil du peuple, par le peuple, pour le peuple. Merci bien, Monsieur Douagneau. C'est bien dit, et je me permets justement d'ajouter au compte de la société civile que l'UNALPHA, qui est justement à la base de l'initiative de cette émission, contribue à travers cette émission. Chers auditeurs et auditrices, vous êtes à l'émission Regard Citoyen. Nous allons marquer une pause pour écouter une nouvelle fois les auditeurs à travers un micro-trottoir réalisé par les journalistes des radios partenaires de l'initiative Voix des citoyens. Un micro-trottoir dans lequel des citoyens nous livrent leurs propositions pour l'amélioration du PSD. Alors, ce que nous proposons, j'allais dire qu'il faut maximiser la tenue des différents cadres de concertation. J'ai déjà entendu parler du plan d'action pour la stabilisation et le développement du Burkina Faso dans la région du Nord. Je propose une sensibilisation des citoyens, puisque les citoyens ne connaissent pas ce plan. Le PASD, ce que je propose, il faut qu'il y ait plus d'activités grand public que d'activités avec des acteurs restreints. Dans le cadre du PASD, il faut noter que les organisations de la société civile comme le CIFOEB, le RIENLAC jouent un rôle crucial dans la mise en œuvre de cette action. Cependant, certains citoyens aussi estiment que l'implication pourrait être renforcée pour une meilleure participation de la société civile. Le PASD est une action très noble, mais il faut noter qu'au niveau de la société civile, c'est de renforcer la communication avec les autorités et les citoyens.
Retour sur le plateau de l'émission Regard citoyen, chers auditeurs, merci de nous rejoindre. Nous parlons d'une thématique qui est propre à la société burkinabé. Nous parlons d'une thématique qui touche l'ensemble des Burkinabés. Je rappelle qu'il s'agit de savoir qu'est-ce que le plan d'action pour la stabilisation et le développement PASD. Merci à vous qui venez de nous prendre en marche. Nous poursuivons cette émission. Chers invités, vous venez d'écouter des citoyens qui sont des citoyens des 4 régions d'intervention de l'initiative Voix des citoyens conduite par l'UNALPHA, des propositions qui sont données pour l'amélioration du PSD. Réaction et pour commencer avec Monsieur Zongo. Je note effectivement qu'il y a une envie de renforcement des capacités pour pouvoir mener à bien les missions au niveau de la société civile, et aussi une volonté aussi de renforcer la sensibilisation sur les résultats auxquels le gouvernement est parvenu avec l'ensemble de ses acteurs. Donc il faut dire qu'à ce titre, le secrétariat exécutif national de la politique nationale de développement est en train de dérouler toute une batterie de communication. Comme vous l'avez souligné lors de votre introduction, le 16, il y a eu la revue technique qui a présenté un peu la performance enregistré en 2024. Et comme nous avons des relais au niveau région à travers des cadres régionaux de dialogue portés par chaque région au niveau des directions régionales de l'économie de la planification, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons relayer en tout cas ces différentes interventions-là pour le bonheur de nos populations. Et le PASD aussi, c'est un instrument qui est dynamique, qui est flexible. Donc, à tout moment, s'il y a des interventions pertinentes qui sont portées par les différents acteurs, notamment les autorités, il y a cette fenêtre-là de les intégrer, mais avec l'orientation qui a été affichée d'avoir des interventions impactantes au profit des populations. Voilà. Puisque aujourd'hui, la dynamique d'intervention, c'est ça, c'est d'avoir du résultat pour les populations, et c'est à nous d'identifier ensemble ces différents acteurs-là, et je pense que le ton est donné au plus haut niveau par les premières autorités. D'accord. Monsieur Douagneau, vous avez également suivi à l'instant les réactions de certains citoyens. Réactions? Oui, ce qui ressort de ces interventions-là, c'est que la société civile se sent très souvent laissée en marche de la dynamique globale engagée par le gouvernement. C'est comme si on était donc des acteurs à part, alors que nous sommes tous, en ce qui concerne les référentiels, nous sommes tous des acteurs de mise en œuvre. Nous sommes également des acteurs qui pouvons témoigner donc des résultats du référentiel national de développement sur donc le vécu quotidien des populations et notre vécu quotidien. Et ce qui fait que on imagine quand même un dispositif où chaque année, on pourrait avoir donc une tribune de redevabilité avec la société civile. Et je crois qu'on avait bien engagé les échanges avec le ministère en charge de l'administration territoriale et la primature, où il y a un cadre de concertation et de dialogue donc qui a été institué donc entre l'État et les GSC. Et dans ce cadre-là, nous l'avons réorganisé. C'est que chaque année, nous avons 14 secteurs de planification. Qu'on puisse non seulement au niveau de chaque ministère désigner des représentants de ministres de préférence qui viennent s'entretenir donc avec la société civile pour dire succinctement ce qui est fait dans ce secteur, mais aussi qu'après il y ait un échange direct avec le chef de l'État, le président du FASO, voilà, pour que nous puissions donc discuter des points stratégiques, des points des aspects politiques, et que justement au bord de ces échanges-là, on puisse aussi interpeller la société civile sur le rôle qu'elle doit jouer donc pour renforcer donc les résultats sur le terrain par rapport à la mise en œuvre donc du référentiel national de développement. Au niveau régional, c'est le même dispositif, sauf que là, ça sera la société civile qui sera face au gouvernement et aux directions régionales de l'économie de la planification, mais aussi aux autodirections régionales techniques, qui vont apporter des éléments nécessaires pour quand même porter la sensibilisation au cœur donc de la population, et faire en sorte également que cette fibre, de développer en fait cette fibre pour vouloir contribuer donc aux actions donc du PASD ou du référentiel national de développement. Et donc ce sont des éléments qui sont en tout cas souhaités par la société civile.
et qui pourrait donc permettre de renforcer donc l'ancrage même donc de la politique nationale de développement, mais aussi de susciter l'intérêt et la fibre patriotique autour donc des actions donc du gouvernement et de l'État en général. D'accord. On espère en tout cas que l'exécutif a pris bonne note et que cela va s'inscrire dans les perspectives. Nous restons avec vous, Monsieur Doigneau. C'est sûr que à travers le cas de l'expérience terrain de la société civile, vous avez pu constater des défis sur le terrain. Lesquels défis avez-vous à nous partager? Je dirais globalement, globalement et puis bon, peut-être spécifiquement aussi sur certaines questions. Globalement, il faut noter que le dispositif de pilotage et de mise en œuvre du référentiel national, ça commence par le Conseil des ministres d'abord. Alors après, il y a les autres instances qui viennent après. Mais ce qu'il faut dire, c'est que nous sommes face à un contexte assez volatile. Et donc, il y a des décisions qui sont souvent prises et qui viennent peut-être, j'allais dire, pas remettre en cause, mais mettre en pause certaines actions, que ce soit au niveau du Conseil des ministres. Je veux parler de là, par exemple, du transfert des ressources au profit des collectivités territoriales. Je veux parler par exemple, de la loi de programmation financière qui a été donc un plaidoyer porté depuis ROC et qui avait donc une bonne avancée, mais qui s'est retrouvé donc stoppé par un certain nombre d'éléments de justification, qui peuvent être donc j'allais dire pertinentes ou non, mais ça demeure quand même des éléments de justification. On note également que le contexte faisant, au niveau par exemple des collectivités territoriales, les délégations spéciales ne sont même pas, j'allais dire, très représentatives des communautés, parce que sur 20 membres, nous n'avons au maximum que 5 qui représentent les communautés, et là encore peut-être au niveau du chef-lieu de la commune. Cela les empêche de faire mieux que ce que faisaient les maires. Bon, même pas que ça les empêche de faire mieux que ce que faisaient les maires. En fait, cela même désintéresse ou engage un désintéressement de la population par rapport à la gestion des affaires locales. C'est-à-dire, j'aurais pu mieux faire, parce que bon, déjà, ils font mieux que les maires, ça c'est le constat que nous avons sur le terrain. Parce qu'ils sont plus ouverts, ils sont plus techniques et il n'y a pas d'enjeu politique. Maintenant, si la population même est encore j'allais dire impliqué, j'allais dire de façon assez importante, je crois que ça peut quand même aider les délégations spéciales à relever un certain nombre de défis au niveau local. Maintenant, par rapport donc à la gouvernance, je dirais que nous avons par exemple des mesures qui ont été prises pour la moralisation de la vie publique, lesquelles mesures, j'allais dire, tardent souvent à avoir donc les décrets de concrétisation. Et c'est qu'il y a un dispositif de dénonciation pour quand même des cas de corruption, de présomption de corruption au niveau donc de la présidence. Mais aujourd'hui, nous ignorons carrément les modalités et même le fonctionnement du dispositif. Ce serait bien quand même que on puisse parachever donc ce dispositif qui est très important pour réduire sensiblement la corruption et réinstaurer donc les bonnes pratiques au niveau de l'administration publique. Et l'autre défi, c'est aussi ces défis de, je vais pas appeler ça restriction de l'espace civique, mais beaucoup plus d'une certaine psychose, liée donc à l'expression même publique des acteurs non étatiques, en particulier la société civile. C'est-à-dire, on sent que même quand les gens sont convaincus qu'ils vont apporter, ils se retiennent de faire certaines activités. Et ça, c'est eu regard donc au contexte, parce que bon, on se dit quand même qu'on peut toujours vous trouver toutes les raisons possibles pour vous empêcher de continuer. Sinon, voilà, si cela vraiment est contre donc l'action gouvernementale. Donc, entre autres, ce sont ces défis que nous voyons par rapport à la mise en œuvre donc du référentiel. Donc, nous appelons quand même le gouvernement à se pencher davantage sur ces défis-là, qui pourrait donc permettre une bonne participation de la société civile. Merci bien, Monsieur Doigneau. Monsieur Zongo, alors, sur le terrain également, c'est sûr que des défis, vous en êtes confrontés. Alors, quels sont les défis que vous rencontrez particulièrement et qui, de façon commune, comme l'a cité Monsieur Doigneau tantôt, ou de façon générale, vous vivez? Je vais rassurer Monsieur Doigneau que bon, le gouvernement est disponible pour recevoir en tout cas
on va dire, leur contribution. Voilà. Et donc, faudrait pas qu'il y ait ce scepticisme-là. Donc, je pense qu'il n'y a pas de problème à ce niveau. Il faut dire qu'au niveau de la mise en œuvre du PSDAV, le contexte sécuritaire, on a dit tantôt qu'il y a 71% du territoire qui a été reconquis. Il y a encore 29 voire 30 autres % qu'il faut reconquérir. Donc ça pose un problème aussi, un défi de l'inaccessibilité de certaines zones pour pouvoir intervenir. Donc, le deuxième défi, c'est en lien avec la réalisation d'un certain nombre d'infrastructures qui rencontrent des délais. Chaque jour, vous voyez les membres du gouvernement qui sont sur le terrain pour voir l'état d'avancement d'un certain nombre de chantiers, voilà, qui sont liés aussi parfois à des défaillances techniques de certains prestataires. Et à ce niveau, je pense que les orientations ont été données pour un suivi rapproché pour pouvoir livrer à temps ces différentes infrastructures pour le bonheur de nos populations. Entre autres défis aussi, c'est la question de la sécurisation des investissements d'une manière globale, qui est très important. Il faut réaliser les infrastructures, il faut les sécuriser, mais avec le concours aussi des populations. Voilà. Et l'autre défi majeur aussi, c'est d'arriver à créer un écosystème avec l'implication des différentes populations dans la dynamique de développement que nous avons engagée ensemble. Et cela aussi est d'un intérêt. Et comme vous le savez, le dernier défi, c'est vraiment aussi le financement de nos interventions. Et nous disons déjà merci à l'ensemble des acteurs qui contribuent à la mobilisation des ressources à travers le paiement des impôts. Ce sont ces ressources-là qui permettent de réaliser les infrastructures. Chers auditeurs, auditrices, payez vos impôts. Au bénéfice de nos populations. Voilà, donc c'est entre autres ces défis-là que le gouvernement travaille à lever pour pouvoir être plus alerte sur des résultats probants au bénéfice des populations. Avec ces défis-là, on est tenté de se demander quels sont les mécanismes qui sont mis en place pour assurer le suivi et l'évaluation, pour mesurer les progrès et les impacts du PSD. Je pense que M. Doigneau l'a déjà effleuré dans une de ses interventions. Il y a tout un dispositif qui est mis en place pour suivre un peu les retombées de la mise en œuvre de la politique publique. Cela passe par un décret qui organise un peu le système de suivi et évaluation. Vous avez au niveau régional ce qu'on appelle le cadre régional de dialogue qui réunit autour du gouverneur tous les acteurs qui exercent sur, on va dire, le territoire de la région, qui font la programmation assortie de cibles bien quantifiées, et nous faisons l'évaluation et ils produisent 13 rapports de performance. Au niveau sectoriel, nous avons 14 secteurs de planification, comme il a dit tantôt, et ces 14 secteurs de planification qui réunissent les départements ministériels, la société civile, le secteur privé, les partenaires techniques et financiers, les organisations de la société civile, comme je le disais tantôt, ils font également ce même exercice et ils produisent 14 rapports de performance. Le secrétariat exécutif national prend ces 27 rapports et sort un rapport global de performance qui est présenté à l'appréciation du comité technique national pour validation. Et c'est cette instance-là qui a eu lieu le 16 avril dernier pour apprécier la pertinence, pour dégager, on va dire, les leviers d'action pour plus d'impact. Et en tout cas, ces différents travaux-là seront soumis à l'adoption du comité national de pilotage de la politique nationale de développement, qui est présidé par son Excellence Monsieur le Premier ministre et qui réunit l'ensemble des ministres chefs de file des cadres sectoriels de dialogue, l'ensemble des 13 gouverneurs et les présidents d'institutions. À ce qui concerne, on va dire, le secteur privé, la société civile rend président et les partenaires techniques et financiers pour discuter, on va dire, de la performance, mais aussi voir les mesures et actions à entreprendre pour pouvoir mieux planifier. D'accord. Donc, en dehors de ça, il y a aussi des évaluations que nous produisons pour pouvoir rendre compte de la performance de façon consolidée. Puisque ça, c'est un exercice annuel, mais vous pouvez faire une évaluation à mi-parcours pour voir est-ce que la définition, la déclinaison même du PASD, est-ce qu'elle est pertinente? Est-ce qu'elle a réussi à atteindre les objectifs escomptés? Quels sont les ajustements potentiels que vous pouvez faire? Et c'est cet exercice que nous sommes en train de conduire et qui va nourrir la formulation du nouveau référentiel national de développement qui arrive à terme cette année.
C'est ce qu'on peut inscrire justement comme perspective en termes de planification pour le référentiel national à venir. C'est ça. D'accord. Et là-dessus, vous parlez tantôt de la revue technique qui s'est tenue le 16 avril dernier et qui a permis de noter un taux d'exécution de plus de 80%. Alors, quelles sont les leçons apprises que l'on peut noter par rapport à la mise en œuvre du PSD, très rapidement? Les leçons apprises, c'est que les interventions de l'action publique ont permis de consolider la reprise économique, malgré, on va dire, ce contexte de fragilité que nous connaissons tous. Autre leçon apprise, c'est que le Burkina Faso, bon an mal an, est en train de reconquérir son territoire national. En témoignant le taux de reconquête qui est de 71%. La réponse humanitaire est une réalité aujourd'hui. Vous voyez qu'il y a plus d'1,14 million personnes déplacées internes qui ont regagné les localités. Il y a beaucoup de services qui ont été remis en l'état. Et aussi, ce qu'on note de point positif, c'est que la stratégie du gouvernement visant au relèvement des populations déplacées internes est en train de porter du fruit à travers leur capacitation en moyens de production, tels que les semences, les engrais, etc. La question de la gouvernance aujourd'hui, vous êtes sans ignorer qu'il y a des avancées sur le segment de la lutte contre la corruption, sur le segment de l'amélioration des prestations de l'administration à travers la dématérialisation, etc. Sur l'échiquier économique également, on note des avancées en termes de mobilisation des ressources souveraines et aussi le gouvernement travaille à affirmer sa souveraineté dans toutes les dimensions que vous pouvez imaginer. Bon, comme enseignement aussi, c'est que, comme je l'ai dit tantôt, on a la relance de l'appareil économique et tout ça, c'est chapeauté par des leviers d'action qui sont les initiatives présidentielles, qui sont vraiment de véritables catalyseurs pour pouvoir avoir plus de résultats. Donc, c'est ce qu'on peut noter comme élément d'appréciation. Monsieur Douagneau, je vous adresse la même question. Au niveau de la société civile, à travers justement votre fêtière, quelles sont les leçons apprises que vous notiez par rapport à la mise en œuvre du PSD jusqu'à présent? Ce qu'il faut dire en termes de leçons apprises, c'est déjà que le fait même d'engager, en tout cas l'endogénisation même de la mobilisation des ressources, est une leçon, une grosse leçon pour nous. Ce qui veut dire quand même que nous avons les leviers nécessaires pour porter notre processus de développement. C'est très important. Les partenaires normalement doivent venir en appoint, mais ils doivent pas être les principaux financeurs donc de notre développement. Ça, c'est le premier aspect par rapport donc au référentiel actuel. Il faut dire aussi qu'en 2024 ou même depuis 2023 où le PSD a été adopté et a commencé à être mis en œuvre, nous avons noté quand même qu'une part belle a été faite à la participation citoyenne. Si vous remarquez, que ce soit dans le domaine sécuritaire, que ce soit dans les autres domaines, la gouvernance et autres, les citoyens, en tout cas, veulent contribuer, veulent donner. Voilà, ils en demandent. Et cette part belle qui a été faite donc à la participation citoyenne a permis donc d'engranger des résultats assez importants au niveau donc des secteurs, de certains donc secteurs et de certains piliers. Et ça, c'est très important. Raison pour laquelle nous disons que l'État doit nous voir comme un acteur aussi avec des potentialités assez énormes, donc pour contribuer donc à l'action gouvernementale. Maintenant, il faut dire aussi que, comme on l'a dit, les initiatives présidentielles ne sont pas en reste, parce que c'est quand même des initiatives, vous voyez, quand le portage est assuré donc par les plus hautes autorités, donc le chef de l'État, le président du Faso, il y a quand même plus de sérieux dans la mise en œuvre donc de ces actions-là et qui viennent donc consolider ou soutenir ce qui était déjà fait de façon traditionnelle. Et ça, c'est très important à noter en termes de leçons apprises. C'est qu'il faut dire que bon, aujourd'hui, en tout cas, si on veut regarder les performances réalisées, les progrès réalisés, ce sont vraiment des aspects qui ont contribué énormément donc à ces performances-là. Et moi, je crois qu'il faut continuer sur cette lancée et faire en sorte que même si après on retombe dans un régime démocratique, que ces initiatives présidentielles qui peuvent donc d'où on peut tenir donc le président responsable ne soient pas laissées de côté. Voilà, qu'on travaille quand même à les intégrer dans la politique donc de développement.
Monsieur Douagneau, nous sommes malheureusement à la fin de cette émission. C'est sûr que le temps qui nous est imparti, si on nous en avait donné plus, c'est sûr qu'on aurait pu explorer d'autres questions. Mais qu'à cela ne tienne, ce n'est qu'un premier numéro. Avec vous, et avant justement de terminer, des recommandations pour, on va dire, faciliter l'efficacité et l'impact du PSD. Oui, les recommandations découlent, donc j'allais dire, des leçons et des enseignements tirés. Aujourd'hui, il faudra donc le gouvernement, j'allais dire, réinstitue ou réinstaure donc le dialogue avec la société civile, l'engage également sur certaines actions. Et pourquoi pas même l'adosser à ces actions-là des indicateurs quand même de performance pour que la société civile puisse jouer quand même le rôle qui est le sien, et aussi faire en sorte que quand même la communication ou en tout cas la sensibilisation des populations sur donc la mobilisation des ressources propres, donc le paiement des taxes et impôts, voilà, puisse continuer, et également la digitalisation des procédures au niveau de l'administration. Je crois que ça réduit sensiblement les coûts d'administration, mais aussi augmente donc la productivité de l'administration publique. Et ça, ce sont des éléments donc à faire valoir donc dans le cadre donc du PSD à venir. Et maintenant, pour terminer, c'est les initiatives présidentielles avec lesquelles il faudra toujours continuer, voilà, pour soutenir les actions classiques. D'accord. Monsieur Zongo, je me tourne vers vous avec toujours des recommandations. Vous êtes acteur clé pour ce qui est du suivi de la mise en œuvre du PSD. Qu'est-ce que vous voyez comme, on va dire, perspective pertinente qui peut s'inscrire dans le sens de renforcer l'efficacité et l'impact du PSD? Je pense que monsieur Douagneau a déjà cité quelques-unes, hein. Voilà, donc en plus de ce qu'il a dit, c'est vraiment de continuer à insuffler cette dynamique de l'implication des citoyens dans le processus de développement. Et comme il a dit, à travers la mobilisation des ressources, certes, mais aussi à travers des actes de citoyenneté, qui est très important. Il y a aussi la définition ou le portage des actions à fort impact au bénéfice des populations. Et je pense que les premières autorités, chaque fois qu'ils en donnent l'occasion, ils ne cessent de le mentionner. Tout ce que nous allons développer, déployer, on doit penser au bien-être de nos populations. Autre élément également, c'est de poursuivre, comme il a dit, la digitalisation de tous les processus, et c'est de également maintenir le pari de l'amélioration de la gouvernance, surtout dans la lutte contre la corruption, voilà, pour pouvoir avoir des effets plus probants. Voilà, et comme je l'ai dit tantôt, l'ensemble de ces indications-là seront prises en charge dans le nouveau référentiel national qui est en formulation, pour pouvoir mieux adresser ces questions. Peut-être pour terminer aussi, nous ne devons pas perdre de vue aussi l'affirmation de notre souveraineté et aussi tout ce qui est processus de développement qui est basé sur le concept de l'endogénie. Voilà, donc vous avez suivi tout ce qui est industrialisation qui est en train de se mettre en place, tout ce qui est effort pour replacer l'État dans des secteurs stratégiques en termes de remise à niveau de plusieurs entreprises pour pouvoir mieux impacter, on va dire, l'intervention du gouvernement au bénéfice de l'ensemble des populations. Merci bien, Monsieur Zongo. Chers auditeurs et auditrices, votre émission Regard Citoyen s'arrête là pour ce numéro. Nous espérons que vous en avez appris assez et que vous participerez davantage au suivi des actions du gouvernement. Je rappelle qu'il était question du thème, je cite, que savoir du plan d'action pour la stabilisation et le développement PSD. Je recevais pour en parler Monsieur Lambert Zongo. Il est conseiller au secrétariat exécutif national de la politique nationale de développement CNPND. Également autour de la table, Monsieur Herman Douagneau. Il est président du Conseil national des organisations de la société civile CNSC. Merci encore, chers invités. Merci. Merci à vous. Au nom de la hiérarchie du ministère de l'économie et des finances, nous vous disons merci pour cette invitation. Et nous sommes disponibles pour tout autre sujet d'intérêt pour pouvoir apporter notre contribution à l'ensemble de vos auditeurs. Merci. Merci encore.
Alors, merci également aux auditeurs qui nous avaient suivis. Merci aux journalistes des radios partenaires. Merci à l'équipe technique avec à sa tête Tiona Sanogo, Monsieur Belemou, la cabine technique. À la présentation, c'était Rachid Assad Zongo. L'émission Regard Citoyen est aussi disponible en ligne sur les pages Facebook de l'Union nationale de l'audiovisuel libre du Faso UNALPHA et du projet Faso Veille. En attendant la prochaine émission, bonne suite de programmes sur votre radio.